Et donc, la conférence de M. Paquette portera là-dessus. Alors, peut-être une bonne main d'applaudissements pour l'accueillir. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Je regardais ici le Collège Maisonneuve qui fête son 50e anniversaire. C'est un collège où j'ai enseigné à mes débuts. Ça me permet de vous dire que je fête cette année mon 50e anniversaire de militance pour l'indépendance du Québec. Alors, je suis passé par le Parti québécois. Maintenant, on essaie de garder le cap sur l'indépendance à l'intérieur du Bloc québécois. Et ce dont je vais vous parler, effectivement, est essentiellement contenu dans ce livre, Un pays en tête, que j'ai publié l'automne dernier. Pourquoi un pays en tête? Parce que je pense qu'on est sujet à de nombreuses distraction. Le mouvement indépendantiste actuellement est assez éclaté. Et si on se donne l'idée que l'important, c'est un pays en tête, quand je dis un pays, là, c'est pas juste un nouvel État indépendant, mais c'est un pays qui vient avec ses valeurs, avec ses projets, avec ce qu'il doit réaliser. Je pense qu'une des choses qu'on a trop facilement abandonnées dans le mouvement indépendantiste, c'est soit que on dit, il ne faut pas embarquer dans les divisions gauche-droite, donc on ne va pas trop parler du projet de pays. Il fut un temps où il y avait des programmes de partis indépendantistes qui présentaient un projet de pays. Et puis à l'autre extrême, c'est l'idée de dire l'indépendance, c'est un des sujets dans un grand nombre de choses. Environnement, politique internationale, respect de la diversité, laïcité, toutes sortes de dossiers qui nous interpellent, où on a le goût de se donner un programme sur chacun. Moi, je pense qu'il faut intégrer les deux, c'est-à-dire que chaque projet doit être lié à notre projet d'indépendance nationale. Alors, donc, le but de ma présentation, c'est d'essayer de discuter avec vous, de vous donner un certain nombre d'idées aussi, pour reprendre le débat de société sur notre indépendance, avec chaque débat d'actualité, quel qu'en soit le sujet. Il y a toujours un lien parce que notre dépendance fait en sorte que nous ne contrôlons pas nos lois, nous ne contrôlons pas nos budgets, nous ne contrôlons pas nos traités internationaux. Donc, chaque débat dans l'actualité, que ce soit plus récemment la question des migrants ou la question des chantiers navals ou la question de l'égalité entre les citoyens, du vouloir vivre ensemble, la question du territoire, la question de l'environnement, la question des soins de fin de vie, où on a retardé le Québec 1 an parce que le fédéral n'avait pas décriminalisé la question de l'euthanasie. Alors, toutes les questions nous interpellent et peuvent être liées à ce qu'on ferait, nous, si on a un pays en tête, ce qu'on ferait, nous, si on était un pays, puis si on récupérait les compétences fédérales. Ensuite, nous sommes dans une bataille de perception. Donc, on a un Canada bien réel, là, qu'on vit tous les jours. Puis, comme avait déjà dit l'évêque à un moment donné, beaucoup pensent que ce n'est pas le goulag. Mais n'empêche que ça nous pose énormément de freins, de blocages. Donc, on est face à un Canada bien réel qui bloque nos projets très souvent. Et de l'autre côté, nous avons ce projet de pays qu'il faut concrétiser, qu'il faut rendre réel, qu'il faut rendre donc désirable. Parce que s'il devient réel, il va devenir désirable, puis on va avoir le goût de l'appuyer. On va peut-être finir à arriver à ce moment majoritaire que l'on souhaite, qui va nous permettre de nous donner un pays. Alors, donc, je vais vous présenter des projets de pays. Le but, c'est de dépasser la critique des partis. On peut très bien ne pas aimer ce que fait Trudeau ou ce que fait Couillard. Il y a de très bonnes raisons à ça. Mais si on se contente de résister à ça,
On ne fait pas avancer l'idée d'indépendance, on ne fait pas avancer le projet de pays. Faire la critique du régime, là, on est un cran plus élevé. On dit, c'est parce qu'on est une province dans un régime fédéral que telle chose qu'on n'aime pas se produit. C'est très bien, mais c'est l'aspect négatif des choses. C'est simplement critiquer le régime, faire comprendre ce que ce régime, de quelle façon ce régime nous nuit. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, puis il faut prendre l'aspect positif, c'est-à-dire pour proposer une alternative. Et là, je parle à des gens de Québec solidaire, principalement. Vous en avez un projet de pays, sauf qu'il est conçu, situé, souvent dans la perspective de la prise de pouvoir à Québec, donc de la prise dans une optique provinciale. Ce que je vous propose, c'est de le regarder dans une optique d'un pays où on aura récupéré les compétences qui nous manquent du gouvernement canadien. Et donc, ce que je veux vous proposer, c'est un pays de projet. C'est la première fois que j'ai entendu cette expression-là, croyez-le ou non, c'était Françoise David, que j'avais invité. J'étais président des IPSO à ce moment-là, puis on avait invité des gens du Parti québécois, Québec solidaire, etc., donc des indépendantistes, toute orientation confondue. Et Françoise avait mentionné que sa vision de l'indépendance, c'était un pays de projet. C'est drôle, c'est ce que je partage aussi. C'est celle que j'ai. Alors, je vais vous la présenter en 8 chapitres. Donc, population, vivre ensemble, territoire et région, environnement et énergie renouvelable, économie et emploi, solidarité sociale, langue, culture, communication, justice et démocratie, et le Québec dans le monde. Évidemment, chacun de ces projets-là, j'essaie d'identifier ce qui nous manque pour les réaliser, puis j'essaie de les décrire. Quelles sont les mesures qu'on aurait le goût de prendre ensemble? Bien sûr, sur chacun de ces sujets-là, on a tous des idées différentes. Mais on a des grands objectifs qu'on partage. Et je vais essayer de les mettre en évidence. Alors, le premier, c'est la population et la langue nationale. Alors, on est face à un débat, là, puis c'est commencé tantôt ce matin, là. Qu'est-ce que c'est que la nation? Qu'est-ce que c'est que l'identité? Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? On a des Québécois qu'on appelle peut-être encore un peu de souche, donc qui résultent de ces colons français qui sont implantés dans la vallée du Saint-Laurent, qui ont développé une identité propre, différente des Français et différente des populations autochtones et des populations anglophones qui sont ajoutées par la suite. Et aussi cette diversité des nouveaux Québécois. Déjà, au moment des Patriotes, il y avait des anglophones qui partageaient notre combat. Donc, c'est pas... Notre nationalisme n'est plus ethnique. Il n'est plus ethnique depuis 1967, quand il y a eu les États généraux du Canada français et qu'il y a eu une scission entre les Canadiens français de l'extérieur du Québec et ceux du Québec. Et ceux du Québec ont commencé à s'appeler Québécois et non plus Canadiens français. Le terme de Québécois, ce n'est pas une identité ethnique, c'est une identité territoriale ouverte à la diversité. Forcément. Et on aura beau dire ce qu'on veut, c'est comme ça depuis la création du Parti québécois, de Québec solidaire et des autres groupes qui travaillent à définir l'indépendance du Québec. Donc, le premier projet qu'on peut se donner, c'est un projet de vivre ensemble, justement. Pourquoi ça va être plus facile? Parce que ça suppose qu'on est dans un Québec indépendant. Donc, on s'est donné une constitution québécoise, une constitution républicaine, fondée sur la souveraineté du peuple, pour la première fois de notre histoire. Toutes nos constitutions nous ont été imposées depuis le début de notre histoire. On n'a jamais pu, non seulement choisir notre constitution, mais participer à son élaboration, puis mettre dedans les valeurs que nous voulons partager. Alors, la Constitution, elle va clarifier un certain nombre de principes. La laïcité, la démocratie,
la souveraineté, l'indépendance, la langue française. Et là, il faut regarder des composantes du projet. Alors, ce que j'ai commencé à élaborer dans ce livre-là, c'est des mesures qu'on pourrait prendre. Alors, la citoyenneté québécoise, par exemple, qui a accès? Bien, évidemment, ce n'est pas sur une base ethnique, c'est tous ceux qui résident sur le territoire du Québec, tous ceux qui viennent partager leur vie avec nous. On travaille sur un socle de francophones, mais dont le vivre ensemble fait évoluer les valeurs au fur et à mesure où de nouveaux arrivants viennent travailler avec nous à construire le pays. Alors, la langue de la République du Québec serait le français. L'égalité des femmes et des hommes dans le concret, ça aussi, ça fait partie d'un projet de vivre ensemble. La laïcité de l'État, mais aussi le respect des croyances et de la diversité. Je pense que c'est un des débats qu'on a actuellement qui est parfois difficile à concilier. Alors, il faut se faire une tête, mais je crois que c'est un objectif que tout le monde partage au Québec, ou presque. Peut-être quelques individus qui ne sont pas d'accord avec ça. Reste à voir comment on peut le concrétiser. Alors, la laïcité de l'État, le respect des croyances et de la diversité. Je n'ai jamais entendu personne là, dire qu'on n'était pas d'accord avec ça. Il y en a peut-être, mais essentiellement, c'est un large consensus. Autrement dit, on peut trouver dans ces objectifs de très larges consensus dans la population. Après ça, on pourra discuter des modalités, comment on le fait et jusqu'où on va et sur tel aspect. Même chose, des nouvelles relations d'égal à égal avec les Premières Nations. Il peut y avoir des gens qui s'y opposent, mais on est, je pense pas mal tous, d'accord avec ça. Il y a de nouvelles relations à établir. Jusqu'à maintenant, au départ, les premiers Français qui sont arrivés ici, je ne sais pas si vous avez lu récemment le livre d'un historien américain qui s'appelle « Le rêve de Champlain ». Bien, le rêve de Champlain, ce n'était pas d'assimiler ou de travailler contre les Premières Nations, mais de faire des ententes avec eux. Bon, on peut contester que ça a été bien fait. À certains moments, ça n'a pas été bien fait. Mais toujours est-il que c'était l'objectif général. Et c'est quelque chose qu'on pourra retrouver si on sort le gouvernement canadien du décor et qu'on peut, pour la première fois de notre histoire, parce que la loi des Indiens fait en sorte que c'est une loi fédérale et puis on ne peut pas... on est pris avec ça, alors qu'on voudrait pouvoir s'asseoir avec les Premières Nations, comme on le fait à certaines époques, pour établir de nouvelles relations d'égal à égal. Le maintien des institutions en langue minoritaire. On a une minorité anglophone qui est ici. Il y a des institutions qui ont commencé à s'implanter en langue autochtone, en langue des Premières Nations, des commissions scolaires, éventuellement des services de santé. Il y a toutes sortes d'éléments qui pourraient fonctionner dans les langues minoritaires. La protection de la dignité et de l'intégrité des droits humains, bien là, c'est évidemment toute la protection des personnes vulnérables, handicapées, personnes âgées, les minorités sexuelles, combattre toute forme de discrimination. Je pense qu'il y a un très large consensus là-dessus également. Donc, un premier projet avec des objectifs qui font un large consensus et auxquels on peut accoler un certain nombre de mesures que le Québec indépendant pourrait prendre. Voilà ce qui pourrait, pour la première fois, nous donner une campagne électorale indépendantiste. Il n'y en aura probablement pas une dans quelques mois, et il n'y en a pas eu une depuis le référendum de 1995, mais on pourrait s'en donner une éventuellement. Deuxième projet, territoire et région. Alors, on en a parlé ce matin. Miguel Tremblay a élaboré énormément là-dessus. Ici, vous avez une carte du Québec avec les 11 nations autochtones là, qui sont distribuées sur le territoire. Donc, c'est un territoire que la nation québécoise partage avec les 11 Premières Nations. Et c'est un territoire que ni eux ni nous ne contrôlons, vraiment, parce qu'il
il y a énormément de portions, les ports, les aéroports, les parcs nationaux, il a donné des exemples ce matin, qui sont sous contrôle fédéral, sous contrôle canadien. Et même quand les populations ne sont pas d'accord pour implanter un aéroport quelque part, bien, ça va se faire pareil si le gouvernement canadien décide que ça va se faire. Donc, on a récupéré tout ce territoire-là, puis ensuite à décider avec les nations autochtones comment on va gérer ce territoire-là. Ensuite, vous avez le territoire maritime. Bien, les règles actuelles, les règles canadiennes font en sorte que le territoire du Québec s'arrête au rivage. Alors que si on appliquait les règles internationales, ce qui sera inévitable quand on deviendra un pays, bien, il va y avoir une frontière normalement équidistante avec le reste du Canada qui va traverser la baie d'Hudson, la baie James, et aussi qui va rejoindre ici, toute cette partie-là, et également un contrôle québécois sur le golfe Saint-Laurent, toujours à équidistance avec les autres provinces. Ça, c'est les lois internationales. On parlait ce matin de la commission de 1990, une commission d'experts internationaux qui avait très bien mentionné que le territoire maritime du Québec sera beaucoup plus grand que ce qu'il est maintenant et sous contrôle québécois. Ça implique toutes sortes de choses qu'on ne peut pas faire maintenant. Il y a la frontière sur le Labrador. Ce matin, il nous a montré une carte fédérale. Moi, j'ai une carte québécoise. Alors, la carte fédérale a tracé la frontière ici. Au Québec, ça n'a pas été reconnu par le gouvernement du Québec. Et nous, la frontière est sur le bassin versant. Et puis ensuite, on pourrait contester sur le plan international, quand on sera un pays, toute cette partie-là, parce qu'originalement, c'est seulement la côte du Labrador qui n'appartenait pas au Québec. Donc, peu importe comment on regarde ça, le territoire du Québec sera plus grand. Et il faudra définir avec les nations autochtones, les territoires autochtones, comment on les gère, peut-être dans certains cas en cogestion, dans d'autres cas en autogestion autochtone. Il y a toutes ces négociations à faire du territoire. Et puis ensuite, bien, il faut le développer. Alors, on a un grand pays à aménager, le 17e plus grand en superficie. Et ce que ça va faire quand on va devenir un pays, bien, on va se retrouver avec des compétences beaucoup plus grandes que maintenant. Si on les intégrait tous au niveau du gouvernement national, on se trouverait avec un État hyper centralisé. C'est pas bon pour le développement économique, c'est pas bon pour la démocratie. Et on a l'occasion, avec l'indépendance, de se donner, dans chacune des régions du Québec, de se donner des gouvernements régionaux. Des gouvernements régionaux qui vont rapprocher la démocratie de la population et qui vont permettre d'aménager chacune des régions en fonction de leurs particularités propres. Et là, il y a, généralement, on distingue 3 catégories de régions. Il y a les régions métropolitaines, qui sont surtout orientées sur le plan économique dans le quaternaire. Il y a les régions industrielles, qui sont en vert ici. Puis il y a les régions ressources, comme la Côte-Nord, Gaspésie, etc., et qui ont des caractéristiques très, très, très différentes, mais qui pourront tous contribuer au développement de ce grand pays du Québec qu'on a aménagé. Alors, tout ça nous donne un deuxième projet que j'ai appelé Territoire et communauté. Donc, la récupération de l'ensemble du territoire terrestre et l'agrandissement du territoire maritime du Québec, c'est ce que l'indépendance va nous apporter. Et la gestion de cela par le gouvernement national, mais aussi les communautés autochtones et les gouvernements régionaux. Donc, décentralisation des responsabilités entre l'État du Québec, les gouvernements régionaux et les communautés autochtones. Et puis, évidemment, le rapatriement des compétences dans les transports qu'on n'a pas actuellement, les communications, l'agriculture, c'est un domaine partagé, les pêcheries et les océans, l'habitation qui est un domaine partagé, les richesses naturelles et les politiques de développement économique. Alors, les composantes du projet, bien, ça va être le développement des transports. Jusqu'à maintenant, le Canada a développé les transports Est-Ouest.
Nous, on n'a pas intérêt à ce que ce soit développé est-ouest. On va vouloir développer les transports entre les régions, notamment par avion. Des fois que ça coûte aussi cher d'aller dans un coin du Québec que d'aller en Europe. Ça n'a pas de sens. Il faut favoriser les interactions entre les régions. Donc, le transport interrégional et le transport nord-sud, d'où sont nos intérêts économiques. Nos intérêts économiques, qui sont avec l'est du continent et non pas est-ouest. Donc, aussi une décentralisation politique et financière dans les régions, ce qui veut dire qu'il y a le budget du Québec étant gonflé par la récupération des impôts et des taxes, et pour être décentralisé vers les régions. Ensuite, le développement économique auto-centré, recherche, éducation et culture en région pour que les populations puissent trouver sur place leurs activités et qu'on maintienne la population dans les régions, qu'on évite l'exode des jeunes, qu'on favorise le travail en région par les communications, de façon à ce que le développement soit davantage équilibré sur le territoire. Troisième question, environnement-énergie. Alors, vous avez à gauche le Canada pétrolier. Alors, les projets d'oléoduc, là, pour le moment, on a bloqué Énergie-Est grâce à l'action de la population, mais il n'y a rien qui dit que ça ne va pas revenir. On est toujours sur la défensive et on n'a pas besoin de ces oléoducs. On n'a pas besoin du transport par train, on n'a pas besoin de transporter du pétrole. Le Québec n'a absolument pas besoin de ça. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, et de développer les énergies renouvelables. Alors, le GIEC, vous vous rappelez sûrement de ce chiffre, nous dit que 80% des énergies fossiles doivent rester dans le sol. À l'opposé, le Canada veut doubler la production du pétrole de l'Alberta et évidemment l'exporter par oléoduc, train, bateau, camion. Alors, ce n'est pas du tout dans nos intérêts et ce n'est pas dans l'intérêt de la planète non plus. Donc, on n'a pas à faire en sorte qu'une partie de nos impôts serve au développement du Canada pétrolier. Il doit être orienté directement dans le développement des énergies renouvelables. Alors, c'est quelque chose qu'on pourra faire dans un Québec indépendant. Et ici, simplement, quelques chiffres. Alors, vous avez les énergies fossiles dans le monde, là, ça date de 2014, 81% dans l'utilisation des énergies fossiles, 83% au Canada. Le Canada, de 1990 à 2014, a diminué son pourcentage d'utilisation des énergies renouvelables et a augmenté celui des énergies fossiles. Alors que le Québec a tout près de 50% distribué dans l'électricité et les autres énergies renouvelables. On est à 48-49%. Vous voyez la disproportion? On est tout près, enfin tout près, on est assez près d'une autosuffisance sans pétrole, d'un pays sans pétrole, comme d'autres pays se sont donnés comme objectif. Alors, projet numéro 3, un Québec vert. Toutes nos ressources législatives et financières peuvent être concentrées sur le développement des énergies renouvelables. Ici, il y avait le plan climat 2030 qui, avec 15 milliards, nous permet d'augmenter l'autosuffisance en termes d'énergie renouvelable et surtout d'éliminer les coûts d'importation. Miguel, ce matin, parlait des coûts énormes d'importation des énergies non renouvelables, des énergies fossiles. Bien, ça nous coûte 20 milliards par année, récurrent, tous les ans. Au fur et à mesure où on devient dépendant du pétrole, on gagne des budgets pour les intégrer dans des choses utiles pour la population. Donc, éducation, santé, développement des communications, etc. Alors, voilà qui nous donne des composantes d'un projet visant
la sortie du pétrole en 2050. Alors, vous avez des pays comme le Danemark qui s'est donné comme objectif un plan très clair pour éliminer l'usage des énergies fossiles dans le pays d'ici 2050. Et il y a plusieurs pays européens qui s'enlignent là-dessus. Un Québec indépendant pourrait se donner le même objectif. Et à ce moment-là, éliminer ces coûts de 20 milliards par année tout en protégeant l'environnement, tout en protégeant le climat et la planète. Quatrièmement, le développement économique. Alors, développement économique, on a des secteurs économiques de pointe qui sont développés au Québec. Et le graphique qui est là, ce qui démontre, c'est qu'il y a une très grande intensité de recherche-développement au Québec, plus grande qu'en Ontario et dans les autres provinces. Alors, ça, je pense que c'est extrêmement important. Ça veut dire que le Québec est déjà orienté vers les énergies, mais les secteurs économiques de pointe. Alors, il faut continuer dans cette direction-là avec les outils que va nous donner le Québec souverain. Donc, actuellement, on a une économie solide. On est 32e sur 193 pays. Vous avez l'ordre des pays là, en termes de PIB par habitant. Et voici 7 pays de la taille du Québec qui sont devant nous. Alors, si vous remarquez, ce sont beaucoup les pays nordiques, plus l'Irlande, Luxembourg, Pays-Bas. Ce qui démontre que ce n'est pas la taille de la population qui est importante, mais c'est justement l'innovation, c'est le développement des énergies de pointe, des secteurs économiques de pointe qui compte. Ensuite, là, je réponds aux principales craintes économiques. La monnaie, alors, un pays fait des transactions en monnaie étrangère, c'est le cas actuellement, et ne peut empêcher un autre pays d'utiliser la sienne. Ça s'est présenté plusieurs fois dans le monde, et on peut très bien décider de continuer à utiliser le dollar canadien un bout de temps, puis ensuite décider. Donc, ça ne change rien du point de vue de la monnaie, l'indépendance, pour l'essentiel. La dette du Québec indépendant est une des plus faibles en PIB. On a beaucoup glosé là, sur la dette du Québec qui l'empêcherait de devenir indépendant. Ben non, pas du tout. Et dans ce calcul, on évalue notre part de la dette fédérale. Elle est incluse dedans. Là. On est toujours dans la perspective d'un Québec indépendant. Elle est calculée à 19,5 %, alors qu'elle devrait être plus basse parce que quand on va se séparer du Canada, on va devoir constater qu'on a seulement 14,3 % des actifs fédéraux qui sont au Québec. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que depuis 150 ans, le Canada développe d'est en ouest. Alors, il y a deux aéroports internationaux sur 20 au pays. Regardez la géopolitique du Canada et les routes, les chemins de fer et tout ça qui ont été développés. Ça coûte énormément cher. On en paye 19,5 % ou 20 %, mais on a reçu uniquement 14,3 % des actifs. Donc, la part de notre dette fédérale est surévaluée ici, et malgré tout, on est parmi les pays qui ont l'un des plus bas taux de dette par habitant. La péréquation. Alors, ça, ce petit graphique-là, je pense qu'il est assez important. Vous voyez, Québec envoie 50 milliards de taxes et d'impôts par année à Ottawa, et Ottawa réinvestit sous forme de transfert aux personnes ou aux gouvernements provinciaux, ou en investissement. J'ai mis un plus devant les transferts. On reçoit un peu plus dans les transferts, mais on reçoit beaucoup moins en termes d'investissement productif sur le plan économique. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que l'indépendance va nous permettre de changer. Et est-ce qu'on peut se passer de la péréquation? Ça, c'est la grande question que nos adversaires nous amènent régulièrement. Alors, vous voyez d'abord que le Québec, en termes par habitant, est la province qui en reçoit le moins, sauf l'Ontario. Ça, c'est une chose.
Si on regarde l'ensemble, oui, Québec reçoit plus de péréquation que sa part parce qu'on paye 3 400 000 cette année-là, on payait 3 400 000 de l'ensemble des sommes consacrées au programme de péréquation fédéral. Autrement dit, chaque province paye. Alors, nous, notre part à payer là-dedans, c'est 3 milliards 4 et on reçoit 10 milliards cette année-là. Donc, on a un gain net, si on regarde ce seul programme-là, de à peu près 6 milliards. Maintenant, on dit que c'est un avantage fictif parce que on pourrait s'en passer. Alors, on part de 10 milliards, on en paye 3,4, dans le fond, on reçoit 6. Si on enlève les chevauchements de ministères, d'organismes entre Québec et Ottawa, qui vont progressivement être éliminés par le Québec, ben ça a été évalué à 4,1 milliards, il reste 2,5 milliards. Et comme Ottawa dépense davantage dans les autres provinces les dépenses productives, ben, on peut facilement récupérer en arrêtant de payer ces dépenses-là à un taux de 20 % qui est notre part du budget fédéral. Alors, la péréquation, on peut s'en passer, et elle est moins avantageuse que dans d'autres pays. Là. Beaucoup d'autres pays consacrent 2 % de leur PIB, mais ce n'est pas l'ensemble de l'économie là, qui est utilisée à la péréquation. C'est une très petite partie qui est 1 % du budget fédéral. Donc, pendant ce temps-là, le Canada investit ailleurs. Donc, je disais tantôt que 14,3 % des actifs payés par le Canada sont au Québec, payés avec notre argent, bien sûr. Alors, le pétrole de l'Ouest nous coûte 3 milliards par année. L'énergie atomique en Ontario a été investie à 6 milliards en 30 ans. La garantie de 4 milliards à l'électricité Terre-Neuve, pendant que nous, on a développé notre Hydro-Québec par nous-mêmes. Je continue sur transport infrastructure, le déplacement de l'entretien d'Air Canada à l'extérieur de Montréal, 2 grands aéroports au Québec sur 21, le scandale de Mirabel. Je passe ça rapidement, je vous donne une vue d'ensemble, si vous voulez revenir sur certains points. 4 grands ports sur 22 au Canada. Autrement dit, on n'a pas notre part des investissements canadiens au Québec. La voie maritime, ça a développé les activités économiques en Ontario, parce que maintenant, les bateaux vont jusque dans les Grands Lacs. Avant, ils arrêtaient la plupart du temps à Montréal, et donc ça développait l'économie de Montréal. Les navires à Halifax, 33 milliards de contrats de navires qui n'aboutissent pas au chantier maritime Davies de Lauson. On peut multiplier les exemples. Recherche, finance, budget, 60 % du financement de l'ARD en Ontario. J'ai déjà fait l'exercice, quand j'étais ministre de la Science et de la Technologie, de me promener en hélicoptère. C'est le maire de Gatineau qui m'avait montré ça. Il me montrait tous les centres de recherche du côté ontarien. Il y en avait un dans le temps du côté québécois. Tout ça payé avec des fonds fédéraux, mais dont on paye 20 %. La Banque de Montréal, la Bourse de Montréal qui ont déménagé à Toronto. Les budgets internes des territoires nordiques sont payés à 75 % par Ottawa. Et dont 20 % avec nos taxes, donc ça ne développe pas l'économie du Québec. Alors, le projet 4, c'est un projet économie du savoir. Donc, récupérer l'ensemble de nos pouvoirs économiques, fiscalité, etc., et se donner des composantes d'un projet économique d'avenir, c'est-à-dire une économie du savoir. Donc, recherche, innovation, une politique du numérique, avec tous les moyens d'un pays, avec tous les moyens d'un État souverain. L'impact du passage aux énergies renouvelables, qui va nous libérer des fonds pour notre propre développement, le soutien de l'État aux entreprises, aux organisations, et une concertation socio-économique complète, parce qu'on en a fait dans le temps où le Parti québécois était là, on a fait de la concertation socio-économique, mais il manquait la moitié des ressources qui n'étaient pas là. Puis il manquait le gouvernement fédéral qui n'était pas là. Donc on pouvait faire uniquement de la demi-concertation socio-économique, alors que là, on pourrait faire une véritable concertation. Là, il faut que je vérifie l'heure parce que j'ai l'impression que je prends beaucoup de temps là.
Solidarité sociale, bien là, ce que je mets en évidence, c'est le fait qu'à peu près tous les programmes sont dédoublés. Alors, il y a eu ce que j'appelle le fouillis de la sécurité sociale. Alors, les responsabilités sont partagées. Vous avez l'assurance-emploi à Ottawa, l'aide sociale à Québec. Alors, quand Ottawa restreint l'accès à l'assurance-emploi, bien, les gens tombent plus vite sur l'aide sociale, réduisant la marge de manœuvre du gouvernement du Québec. C'est la même chose pour les services de garde versus l'allocation enfants à Ottawa, qui sont dans une perspective complètement différente. Même chose pour la Régie des rentes versus la prestation aux aînés, les prêts et bourses et les bourses d'études à Ottawa. Et tout ça n'est pas concerté, souvent avec des orientations différentes, alors qu'on pourrait concentrer les ressources. Alors, le problème, c'est qu'Ottawa perçoit trop d'argent pour ses responsabilités et retourne le tiers de son budget aux provinces. S'il y a des transferts fédéraux, c'est parce que le fédéral n'a pas des programmes qui lui soient propres. Donc, c'est ce qu'on a appelé le déséquilibre fiscal. Alors, le déséquilibre fiscal, je reprends le petit graphique ici. Vous voyez le budget fédéral en 2016. Tout ça, là, c'est des transferts aux provinces. Il y a pratiquement le tiers des 317 milliards qui sont retournés aux provinces. Vous allez me dire pourquoi ce tiers-là ne serait pas tout simplement perçu dans les provinces et dépensé dans les provinces. Bien, c'est une situation de fait qui a été imposée par le fait qu'on est dans un régime fédéral, mais en plus, on est dans un régime fédéral déséquilibré, qui fait que les ressources des deux paliers de gouvernement ne suivent pas leurs responsabilités. Alors, au Québec, ce que ça nous donne, c'est que les transferts fédéraux nous donnent 20 milliards qui revient au Québec sur un budget total d'à peu près 100 milliards de dollars. Alors, la solution pour corriger le déséquilibre fiscal, il n'y en a pas 36, c'est l'indépendance. Parce que on coupe ça, on arrête d'envoyer 50 milliards à Ottawa, on rapatrie tous nos fonds, et ça nous donne un budget de 150 milliards, mais avec toutes les responsabilités et toute la cohérence que ça pourrait donner à l'action de l'État du Québec. Puis, je ne vous parlerai pas en détail, parce que je manque de temps, des budgets en santé, où Harper, comme Trudeau, ont décidé de plafonner les augmentations des transferts en santé à 3 % ou au coût de la vie, alors que les besoins en santé augmentent de 5 à 6 % par année. Qui va payer? Bien, il va falloir que ça tombe sur le budget du Québec, puisque le fédéral réduit systématiquement sa part. Au début, c'était moitié-moitié. Là, c'est moins de 25 %. Alors, projet Solidarité sociale, bien, ça nous permettait de rétablir l'indépendance de la Caisse d'assurance-emploi, qui a été récupérée par Ottawa, la fin de la dispersion des programmes sociaux et leur intégration, pour réduire la pauvreté et la précarité. Et là, des mesures comme l'allocation universelle, le revenu de citoyenneté, deviennent possibles. Donc, les composantes d'un projet de solidarité sociale, bien, c'est davantage de justice fiscale, soutien au travail, protection du revenu des personnes, et ainsi de suite. Là, en culture et communication, bien, vous voyez une image du CRTC, un satellite, la Société Radio-Canada. Ça fait des années que tous les gouvernements du Québec ont réclamé le contrôle de tout le secteur culturel. Ça a toujours été non. Même des gouvernements libéraux, je me rappelle de Jean Charest, lors d'une campagne, qui avait réclamé la responsabilité du secteur culturel, qu'elle revienne au Québec, comme c'est normal. Et ce n'est pas ce qui se produit. Et l'indépendance nous permettrait de récupérer toutes ces responsabilités et d'intégrer au Québec les institutions, notre part des institutions fédérales et surtout le contrôle des politiques culturelles et des budgets culturels. Justice et démocratie, il y aurait beaucoup à dire aussi. Vous voyez la structure des cours
des cours de justice. Alors, à gauche, vous avez les cours provinciales, puis à droite, vous avez les cours fédérales. Alors là, on ne sait pas si qu'est-ce qui va arriver avec la loi. On a gagné en cours supérieur sur la tentative d'invalidation de la loi 99 qui dit que c'est le Québec qui doit choisir son régime, son statut politique. Eh bien, ceci cause énormément de problèmes aux citoyens qui se promènent dans les cours et ils ne savent jamais quand est-ce que ça ne va pas passer dans une cour fédérale. L'indépendance nous permettrait de nous débarrasser de tout ça et de créer une Cour suprême du Québec. Ce que ça implique, ben, c'est notamment la réorganisation d'un système juridique plus amical pour les citoyens, façon de le dire. C'est donc le rapatriement, la réorganisation du système de justice. La récupération du Code criminel au Québec. On a eu plusieurs blocages dus au Code criminel. Pourquoi c'est Ottawa qui s'occupe du cannabis actuellement? Parce qu'il contrôle le Code criminel. Pourquoi il nous a retardé d'1 an notre politique de soins de fin de vie? Parce qu'il contrôle le Code criminel. La question des jeunes intervenants. Bien, nous, on voudrait un Code criminel qui réinsère les personnes dans la société plutôt qu'un Code criminel punitif. Mais le Code criminel est sous contrôle fédéral. Donc, l'indépendance va nous permettre de rapatrier ce code criminel et de l'orienter en fonction de nos valeurs. Et là, j'arrive à la fin, qui est un nouveau pays pour le monde. Alors, ce que l'indépendance va surtout nous permettre de faire sur le plan international, bien, c'est de parler en notre nom. À l'ONU, dans les principales agences, ce qui n'est pas le cas actuellement, transformer les délégations actuelles du Québec en ambassades, développer la francophonie, la diversité culturelle. Les politiques canadiennes sont inéquitables à l'égard de la francophonie. On pourrait regarder tous les chiffres. Participer directement aux accords économiques. Actuellement, il y a des discussions sur l'ALENA, mais on n'est pas à la table. Il y en a eu avant sur l'Europe. On voit que les agriculteurs québécois ont été défavorisés. On n'était pas à la table. Promouvoir la paix, l'environnement, l'aide au développement et se donner une force de défense axée sur la protection civile, la sécurité interne des citoyens et l'aide internationale. On ne veut pas développer, je pense que les Québécois, très majoritairement, veulent une politique de paix et de développement international. Je vais passer sur le français langue d'avenir, dont les locuteurs augmentent considérablement. Et j'en arrive à ma conclusion. Alors, si on regarde l'histoire du Québec, on a eu une présentation ce matin. Moi, je ne voudrais pas la refaire, là, je voudrais simplement mettre en évidence que toute notre histoire, c'est une série d'avancées de répression. Alors, au tout début de la colonie française, il y avait le rêve de Champlain et éventuellement la Grande Paix, et il y a eu la conquête de 1760 qui est venue mettre fin à ce début-là d'interaction entre les Français de Nouvelle-France et les Premières Nations. Ensuite, vous avez un peu plus tard le Parti patriote et les 92 résolutions. Il y a eu les soulèvements, la répression armée et le rapport d'Urnham et l'imposition de l'acte d'union. Après ça, dans le Canada uni, là, les francophones et les anglophones, au Canada, commencent à travailler de façon égalitaire. Le français et l'anglais deviennent sur le même pied d'égalité dans le Canada uni. Eh bien, les anglophones de Montréal n'aimaient pas ça. Il y a eu l'incendie du Parlement de Montréal en 1849. Depuis ce temps-là, le Parlement a déménagé à Ottawa, mais il était initialement à Montréal. Après ça, vous avez l'acte de l'Amérique du Nord britannique, et le soi-disant pacte des deux nations. Et ce qu'on constate, c'est la minorisation systématique des francophones dans toutes les provinces et la pendation de Louis Riel. Et puis, vous avez les lois éliminant le français dans toutes les provinces canadiennes, ou presque. Je pourrais vous donner les dates des Maritimes jusqu'en Alberta.
on a éliminé le français, de sorte que ici, sauf au Québec et au Nouveau-Brunswick, vous avez 4 de personnes de langue maternelle française et seulement 2 qui parlent encore français à la maison. Alors, cette espèce de génocide culturel a réussi. Et puis, un peu plus tard, l'affirmation du Québec par la Révolution tranquille, au sein de la Révolution tranquille. Vous avez la crise d'octobre, la répression du mouvement souverainiste. On en a parlé aussi ce matin. Le gouvernement Lévesque et le référendum de 80. Vous avez la trahison de Trudeau des promesses référendaires et le rapatriement de la Constitution sans l'accord du Québec. Et puis, vous avez le gouvernement Parizeau, un souverainiste assumé pendant un certain temps, le référendum volé en contrepartie. Et depuis ce temps, on ne parle plus beaucoup d'indépendance. Et on vit le résultat aujourd'hui. Alors, où en sommes-nous? Vous voyez ici le graphique depuis 1980. Les 2 bâtonnets noirs, c'est les 2 référendums. Il y a eu un moment où on était à 65 d'appui en 90, après l'échec du lac Meech, et on est redescendu. Mais en 1995, ça s'est terminé 50-50 à peu près. Et après, peu après, vous voyez une occasion manquée ici. On était 55 l'année suivante du référendum. S'il y avait eu soit une élection référendaire, soit un référendum à ce moment-là, on serait probablement indépendant aujourd'hui. Et puis après, ça redescend. Et puis ça remonte, scandale des commandites en 2005. Alors, on parle beaucoup des jeunes qui seraient plus intéressés à l'indépendance, mais il y a aussi ces chiffres où on demande aux gens, êtes-vous Québécois seulement? Ça, c'est des indépendantistes affirmés. Là. Québécois d'abord, mais aussi Canadiens. Québécois, Canadiens pareillement. Canadiens d'abord, mais aussi Québécois, Canadiens seulement. Puis par groupe d'âge. Alors, vous avez ça par groupe d'âge. Ici, j'ai singularisé les jeunes de 18-34 ans. Et vous voyez que c'est quand même très majoritairement des gens qui se disent Québécois seulement ou Québécois d'abord. Et là, il y a toute une marge d'indécision possible. Et vous voyez que rien n'est perdu. Et donc, les jeunes se décrivent comme étant surtout québécois à 68 et 61 dans le cas des 25-34 ans. Alors, ce que ça nous prend, c'est une démarche collective, persistante, déterminée, une campagne permanente où on met le cap sur l'indépendance et qui nous amène à l'élection d'une majorité d'indépendantistes à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la feuille de route du Oui-Québec, donc en gros, là, qui correspond assez bien au programme de Québec solidaire, je pense. Ensuite, l'Assemblée nationale adopte une loi pour encadrer le processus référendaire et qui crée une assemblée constituante. Et l'Assemblée constituante livre une constitution. Et ensuite, il y a un référendum sur la Constitution et le statut du Québec, le statut d'un Québec indépendant. Alors, je termine là-dessus. Donc, je vous ai présenté 8 domaines, plusieurs blocages canadiens pour élaborer sur chacun pendant 1 heure, 2 heures. C'est autant de chantiers possibles qu'on veut entreprendre. On peut avoir des divergences sur comment le réaliser, mais on partage très majoritairement ces objectifs-là. Donc, c'est des projets de pays pour une campagne indépendantiste qui nous permettrait de reprendre le combat. Combat qui nous permettrait de nous donner un pays. Je termine sur cet énoncé de Miron que vous connaissez sans doute. Tant que l'indépendance n'est pas faite, il reste à faire. Alors, je vous remercie. Bon, OK, bien, je vais être bref dans ce cas-là. Moi, ce serait plus des ajouts parce que une couple de fois aujourd'hui, puis là, comme tu viens de terminer, on parle du déclin de la question de l'importance qu'on donne à la souveraineté dans la population. Et je pense qu'il faut aussi identifier pourquoi ce déclin-là, puis c'est quoi les défis qui sont devant nous si on veut être capable d'y arriver. Puis on ne peut pas faire autrement que de constater que le déclin de l'appartenance à l'indépendance
et en grosse majorité ce que le PQ en a fait. À partir de 1983, la loi spéciale contre les enseignants puis contre le secteur public, le déficit zéro de Bouchard, qui était repris par Nicolas Marceau, la Charte des valeurs, ça fait en sorte que la population québécoise, puis surtout les plus jeunes qui n'ont pas connu le début du PQ, ont associé l'indépendance à toutes ces questions-là. Et ce qui fait que nous, on a une côte à remonter. Il faut dire que non, c'est pas ça la réalité de l'indépendance. C'est des projets environnementaux, socialisants, de reprise en main, mais on ne peut pas faire fi de ça. Je pense que ça fait malheureusement partie de... Puis juste un autre ajout rapidement. Oui, il y a un portrait que je trouve très intéressant, emballant dans ce que vous décrivez dans ça. Par ailleurs, on ne peut pas sous-estimer, je pense que c'est la partie qu'il faudrait rajouter, ce qui n'est pas dans le gouvernement fédéral, c'est-à-dire les grandes compagnies, les banques, les institutions financières. Moi, j'ai aucun doute que la journée qu'on fait l'indépendance, Standard & Poor's, ils vont nous coter un moins, là, tu sais, puis le paiement de la dette, il va bon. Ils ne laisseront pas faire. Donc, il y a une question de rapport de force qu'il va falloir comprendre que c'est un combat qu'il va falloir mener contre ces institutions-là qui ont tout intérêt à ne pas nous laisser nous reprendre en main. Et ça, il faut le voir aussi, puis il faut se préparer à assumer la bataille qu'on veut mener. Oui, bonjour, M. Paquette. Je m'adresse ici comme membre de Québec solidaire, pas comme caméraman. Juste être sûr, là, je suis membre de Québec solidaire, je suis pas... Bon. M. Paquette, j'aborde dans le même sens que monsieur qui a pris le micro avant moi, à savoir que la réalisation d'un Québec pays ne peut passer que par un pacte entre les couches de la société qui veulent changer le statu quo. D'un côté, les personnes plus nationalistes et de l'autre côté, les personnes plus voulant un idéal socialiste. Et on a des très bons véhicules. Vous parlez que vous étiez membre des IPSO. On a les Oui Québec. Qu'on soit d'accord ou pas avec eux, il y a quand même plusieurs personnes de cette frange-là encore au sein du Parti québécois. Évidemment, Québec solidaire et par extension Option nationale, le Bloc québécois, la CSJB avec ses ramifications. Donc, on voit qu'on a les idéaux, on a des stratèges, puis on a également des véhicules politiques. C'est parfait. Si on recule là 20 ans, on serait en parfaite concurrence face au clan ennemi, le clan du 1%, le clan libéral, le clan conservateur. Mais qu'est-ce qui a changé? Et c'est là que je vais amener un point. Ça va être un témoignage qui va durer 15 secondes. J'ai fait la seule école au Québec formant tous les futurs journalistes et artisans de la télévision. Ça s'avère que j'ai été dans cette école-là en même temps que le printemps érable. Devinez lequel des seuls cégeps qui n'a jamais participé à cette grève-là? Le cégep de Jonquière. Pourquoi? J'ai eu ma réponse dans les semaines suivantes. On me disait « Tais-toi, enlève ton carré rouge, ça va te nuire. » Je ne connais pas un seul membre de mes confrères de classe qui s'est affiché rouge et qui a eu son diplôme et une job par la suite. Par contre, les carrés verts, je peux vous en signifier plusieurs qu'ils n'avaient même pas encore eu leur diplôme, qu'ils allaient être sur le show du matin à Québec, sur le show de matin à Radio X, au Saguenay. Une job pour les techniciens en télévision? Pas de problème. On va trouver une job avec Red Bull ou n'importe quelle grosse organisation. Par contre, des carrés rouges qui vont être ensuite transmetteurs d'un discours, notre discours auprès de la population, j'en connais pas. Donc, la question, M. Paquette, la question que je vous demande, que j'aimerais ça avoir votre opinion, suite au cas, parce qu'on a eu un rapprochement avec QS et Option nationale, c'est beau. On a vu également une montée écologiste du côté du Bloc québécois, et on sait la suite. Comment est-ce qu'on peut faire pour que notre plan de match rejoigne la population qui n'ont pas de carte de Québec solidaire, qui n'ont pas de carte de parti politique?
la frange qui vont écouter la joute, qui vont écouter LCN, peu importe le média? Comment est-ce qu'on peut rejoindre cette population qui, ultimement, décide la destinée du Québec? Moi, je vais essayer de vous faire une réponse rapide aux deux intervenants précédents. Au premier intervenant, je dirais que l'appui à l'indépendance a commencé à décroître parce que les partis indépendantistes ont dissocié leur élection d'un processus, d'une démarche constituante, d'une démarche référendaire. Dans la mesure où tu fais ça, tu t'engages dans la gestion de bon gouvernement, soi-disant, là, à Québec, et de bonne opposition à Ottawa pour le Bloc. Et à ce moment-là, tu travailles dans le régime que tu veux remplacer. Et ça, c'est mortel parce que tu es obligé d'entreprendre des politiques sans avoir les moyens de celles que tu voudrais te donner comme pays parce que tu es une province. Et en même temps, tu accrédites en quelque sorte que ça peut quand même bien aller dans le régime fédéral. Je donne l'exemple. Moi, j'ai travaillé avec Camille Lorrain à la Charte du français. Il fallait le faire. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, ben, il n'y a plus de problème de français au Québec. » Sauf qu'ils oublient toute l'action ultérieure de Trudeau et de la Cour suprême qui a invalidé 250 articles de la Charte du français. Mais cela, on ne le dit plus parce qu'on n'est pas en train de faire campagne. Et là, je vais prendre la deuxième question. C'est que on dit que 6 mois en politique, c'est une éternité. Qu'est-ce que vous pensez de 6 ans? Alors, quand vous avez le chef du Parti québécois qui dit « ben là, vous nous élisez, puis à la fin de notre mandat, on va faire campagne pour l'indépendance. » Mais il ne fait pas campagne maintenant. Il nous promet qu'il va faire campagne pour l'indépendance. Et il y aura un référendum en 2022. Il a dit ça pour dans 6 ans. Autrement dit, il n'y a pas de geste à proximité qui permettra aux gens de s'intéresser à la question nationale. Ça, il faut renverser ça. Il faudrait, mais là, il est trop tard pour l'élection du 1er octobre probablement, mais Québec solidaire peut peut-être encore le faire. Il faudrait qu'à chaque élection, les partis indépendantistes, 1, fassent une alliance électorale, 2, disent aux citoyens, si vous nous élisez, le lendemain, nous mettons en route une démarche constituante, celle qu'il y a dans le programme de QS ou celle que j'ai esquissée tantôt, qui est proposée par le Oui-Québec. Ça va faire quoi, ça? Ça va faire que d'ici à l'élection et pendant l'élection, on va nécessairement parler de l'indépendance parce qu'il y a un enjeu, parce que les gens vont voter là-dessus, parce que c'est pendant les campagnes électorales que les gens s'intéressent à la politique. C'est pas entre les campagnes, s'il n'y a pas d'échéance, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a rien. Tout ça est reporté au calendrier grec. On parle dans le vide, très largement. Il faut arrêter de parler dans le vide. Pour arrêter de parler dans le vide, il faut avoir l'audace de dire, si vous nous élisez, on enclenche une démarche constituante. Si vous ne nous élisez pas, bien, ce sera pour la prochaine fois. Puis à un moment donné, il va y avoir une élection où on va l'avoir le mandat, puis on va le faire.